L'invité de cette édition de Sans Rancune est un acteur bien connu de la scène politique camerounaise. Anissé Kane a été président du Manidem, entendez Mouvement pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie. Il en est aujourd'hui membre du bureau politique chargé de la formation. Il sera sur le plateau de Sans Rancune pour décrypter avec nous l'essentiel de l'actualité politique camerounaise ces 6 derniers mois. On commencera par la question anglophone qui fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive. On parlera de la célébration il y a seulement quelques jours du 20 mai, la fête nationale camerounaise qui a été boycottée par certaines formations politiques. On verra ce qu'il en pense. On parlera également avec lui de l'élection présidentielle au Cameroun qui se profile à l'horizon. Ce sera en 2018 si le calendrier électoral est tenu. On parlera enfin des projets de sa formation politique, le Manidem. Ce sera le plat de résistance de cette émission. L'artiste de cette semaine est quelqu'un que nous avons déjà reçu sur ce plateau, Lucky +2, qui était venu nous présenter son single à l'époque, qui annonçait l'album. Et bien l'album est bel et bien là. Il s'intitule Alléluia. Mais avant cela, nous reviendrons pour votre souvenir, vous parlez de ce fameux clip qu'il nous présentera, J'ai besoin de toi, featuring Label, tout un programme, on le découvrira et enfin on aura, pour terminer cette émission, Florent Barga, comme tous les vendredis, qui viendra avec l'image de la semaine. On va tout de suite partir retrouver Magloire Tchepmo, qui lui a regardé l'actualité africaine cette semaine. Il nous a resté arrêté au Cameroun avec notamment ce fameux communiqué donc. Yoweri Museveni affirme avoir participé à la chute de Mobutu, on saura comment. Yaya Jammeh, qui est quelqu'un que vous appréciez plutôt, avait donc vu ses avoirs gelés cette semaine. C'est une figure de style que tu m'as bien. On célébrait les 50 ans de l'après-guerre du Biafra et enfin on parlera assez sommairement à l'international. Et j'ai trouvé comment elle s'appelle, la litote. La liva, je n'étais un point. La fameuse tournée du président Donald Trump qui était en Arabie Saoudite, on l'a vu en Israël, on l'a vu sur le mur de lamentation, on l'a vu au Vatican mercredi matin. C'est dans les cahiers d'actualité qui nous sont brossés par Magloire Tchepmo. Bienvenue dans ce cahier de l'actualité. Marquons un arrêt en Gambie. Le nouveau président Adama Barrow n'a eu de cesse de dénoncer une vaste opération de détournement des fonds. Ce dernier a bénéficié d'une importante assistance de 2 pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda. À l'occasion de ce 20e anniversaire, le président Yoweri Museveni est revenu au cours d'un entretien accordé à Radio France Internationale sur les contours de sa participation au putsch du 16 mai 1997. Selon le président ougandais, derrière le soutien de son pays aux troupes de Laurent Désiré Kabila, rien d'autre qu'une volonté de défendre le voisin rwandais. Le président Museveni a laissé entendre que le maréchal Mobutu soutenait la milice rwandaise des Iramoué. L'implication de l'Ouganda n'était selon lui qu'une réaction aux menaces que faisait peser cette milice sur le Rwanda. Yoweri Museveni se défend de toute ingérence dans les affaires internes du Congo. Marquons un arrêt au Moyen-Orient où le président américain Donald Trump a débuté cette semaine sa première tournée internationale. Le président américain a visité tour à tour l'Arabie Saoudite, Israël et la Cisjordanie, s'autorisant parfois des actes inédits comme ce recueillement au pied du mur des lamentations. Jamais un chef d'État américain ne s'était rendu à ce lieu. Mais au cœur de la visite de Donald Trump, le conflit israélo-palestinien. Le président américain a fait savoir sa volonté de progrès dans le processus de paix israélo-palestinien. Démonstration de son engagement dans un discours où il exhorte Palestiniens et Israéliens à prendre, je cite, les décisions difficiles qui s'imposent pour la paix. Mais de l'avis des sceptiques, pas grand-chose à attendre de cette visite. Terminons ce tour de l'actualité par le Cameroun, où les autorités ont dévoilé cette semaine les principales conclusions de la commission d'enquête diligentée par le président Paul Biya après la catastrophe des Eka. Selon le rapport d'enquête, la Camra est désignée comme principal responsable du drame. Première cause, la vitesse excessive du train, 96 km/h au lieu de 40. Autre cause, le non-respect de plusieurs règles de sécurité sur un train qui présentait déjà de nombreuses défaillances et anomalies.
Les experts parlent également d'une surcharge du convoi, d'une rallonge inappropriée de la rame et d'un freinage défaillant. Face à ce rapport, le président camerounais demande des sanctions contre les responsables et souhaite que le partenariat entre l'État camerounais et Camrail soit revu. La Camrail est détenue à 75% par le groupe Bolloré. Le Cameroun ne détient que 15% des parts de l'entreprise. Concernant les victimes, la présidence annonce une aide supplémentaire d'1 milliard de francs CFA et ordonne le renforcement du dispositif de prévention des catastrophes. Le rapport sera transmis à la justice. Pour rappel, 79 personnes avaient officiellement perdu la vie dans le déraillement de train des ECA le 21 octobre 2016, à vendredi. À vendredi, donc, Magloire Tchebmo pour les d'autres cahiers d'actualité, d'autres nouvelles. Rappelons que l'actualité a été tellement dense cette semaine. On a justement eu cet attentat à Manchester lundi dernier qui a fait 22 morts. On a également eu de nouveaux tirs en Côte d'Ivoire. Les mutins se sont une nouvelle fois soulevés après qu'ils aient été payés la semaine dernière pour redemander, on ne sait pas quoi, alors que le rendez-vous leur avait été donné pour les 2 millions restants pour la fin du mois de juin. Mais commençons par ce qui a été développé par la rédaction de Vox Africa. À vous demandant, Anissé Ekané, y a-t-il l'une des actualités qui a été développée là, qui a retenu votre attention? Oui, bon, mais on en a parlé, mais je crois qu'elle n'a pas été développée. Moi, je pensais beaucoup à la guerre au Biafra, oui. Parce que c'était une atrocité terrible. Et moi, c'est rare que je fasse des fleurs au président Ahidjo, mais ça a été peut-être là une bonne décision qu'il ait prise en ce moment-là de refuser que les armes françaises transitent par le Cameroun pour aller alimenter la rébellion au Biafra. Parce que la France avait fait tout un montage sur la possibilité de sécession du Biafra avec des images atroces d'enfants mourant, de génocide, etc. Parce qu'en fait, la France voulait prendre cette partie du Nigeria pour l'exploitation pétrolière. Heureusement, parce que sinon on n'aurait pas récupéré Bakassi. Ah. Donc pour une fois, comme je le disais, vous avez insisté là-dessus. J'allais dire que vous n'êtes pas souvent très louangeur en ce qui concerne le président Ahidjo, que beaucoup de Camerounais regrettent, contrairement à vous. Mais là, je ne sais pas, monsieur, on peut regretter le choléra par rapport à la peste. Oui, moi je me joins effectivement à sa voix, parce que s'il en parle, c'est quand même 50 ans maintenant. Cette guerre avait débuté, je crois, en 1967. Ça fait 50 ans maintenant. Et cette guerre atroce, avec des conséquences que l'on connaît, est, dans une perspective historique, l'une des meilleures illustrations de ce que les grandes puissances peuvent créer comme désordre lorsque leurs intérêts sont en jeu. Tout ce qu'il y a eu comme catastrophe au Biafra, c'est simplement, et vous l'avez dit tout à l'heure, parce que la France voulait faire main basse sur la manne pétrolière. Ils ont armé. C'est vrai, il y avait quelques antécédents. On fait d'ordre sociologique, les Ibo qui avaient été violentés dans le Nord. Mais ça, on peut tout exploiter. Oui, mais eux, ils avaient voulu exploiter ça. Je pense que c'était De Gaulle à l'époque, si les souvenirs sont bons, qui a voulu exploiter ça et qui a entretenu le déchirement. Et ça, c'est des choses dont on ne se rappelle pas toujours avec, en tout cas, on ne leur donne pas toujours la mesure historique. Moi, je veux bien, en fait, que nos présidents actuels s'inclinent, fassent même des bisous aux chaussures des présidents français lorsqu'ils viennent ici. Mais je pense que, et c'est pour ça que j'avais bien aimé Macron en campagne, lorsqu'il avait parlé de la colonisation comme un crime contre l'humanité. Ça ne lui a pas valu que des fleurs en France pendant la campagne. D'ailleurs, ça a failli lui coûter beaucoup, si ce n'est même pas le cas d'ailleurs. Mais je pense que dans le prolongement de cela, c'est bien que les nouvelles générations africaines, même lorsque nous nous extasions devant la France et tout ce que nous voulons, que ces nouvelles générations intègrent quand même que notre Afrique a parfois été victime d'atrocités simplement parce que ces puissances-là voulaient préserver ou avoir des intérêts. C'est important parfois de le préciser. Je voulais juste me joindre à vous. Oui, non, je voulais dire que non. Moi, je dis que c'est un des éléments majeurs de la désaliénation politique et culturelle de notre jeunesse. Il faut qu'on intègre une fois pour toutes que les pays occidentaux n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Et que lorsqu'il faut parler que les pays occidentaux, je pensais que c'était le principe même de la diplomatie qui disait que les États n'ont pas... Oui, mais pour le moment, nous, on n'a pas encore les moyens d'aller instrumentaliser des situations pareilles pour aller récupérer des richesses en France ou ailleurs. Je ne sais pas comment ils ont mené
une guerre d'exploitation coloniale comme la France. Donc pour le moment, je pense qu'on ne peut pas le coller aux Africains. On ne l'a pas encore fait. Donc je veux dire que c'est important qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et que pour cela, le capitalisme mondial est prêt à marcher sur des centaines de milliers, il l'a déjà fait, de cadavres dans les pays pour arriver à sa fin. Il n'y a qu'à voir la guerre du Golfe, ce qu'on a pu faire inventer parce qu'il y avait la réserve pétrolière de ce coin du pays que les Américains voulaient à tout prix conserver. Si tu permets. Oui. Oui, alors moi je suis d'avis avec toi. Il n'y a pas d'angélisme dans les relations internationales. Mais je voulais dire au président Ekane Anissé qu'effectivement, on aurait quand même pu, nous aussi, nous y intégrer véritablement, sans forcément, on n'a pas le moyen d'aller les instrumentaliser. Mais quand on voit ce que Kadhafi a réussi à faire à un moment, ben, il a bien réussi. Je pense d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est acharné sur lui. Mais lui, fort de ce qu'il était le réceptacle des appétences économiques de ces puissances étrangères, ben, il essayait d'obtenir en contrepartie un certain nombre de choses qui faisaient grandir son influence. Moi, je pense que... Monsieur l'influence, mais il n'a pas fait des guerres d'exploitation des richesses des pays occidentaux. Il s'est servi de sa position centrale avec les grandes possibilités de richesse de la Libye pour jouer sur le plan diplomatique avec les différents pays occidentaux. C'est vrai, mais bon, on n'a pas encore fait de guerre coloniale, nous. Peut-être même qu'on n'en a pas besoin, justement, Président. On pourrait s'inspirer de la méthode Kadhafi. Je crois que souvent nos chefs d'État, souffrant de légitimité populaire et souvent leur éternité au pouvoir, ils la doivent à la reconnaissance de ceux devant qui ils courbent les chines. Mais si on avait des chefs d'État beaucoup plus légitimes, ça commence à être le cas. En tout cas, ceux-ci pourraient se montrer beaucoup plus intelligents dans les rapports qu'ils entretiennent avec ces puissances. Souvent, nos chefs d'État, ils se comportent, vous savez, ils ne sont puissants, rigoureux et charismatiques que lorsqu'il faut écraser leurs compatriotes. Alors, devant ces puissances-là, structurellement, ils sont des faire-valoir. Hein. Eh bien, hélas, mais justement. Alors, vous parliez, Cabral, justement, de ces chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. On a, en Gambie, le cas de Yahya Jammeh, qui est parti du pouvoir il y a quelques mois déjà, remplacé par Adama Barrow, qui avait déjà annoncé pendant la campagne électorale que s'il était élu, il poursuivrait son prédécesseur. Et c'est le cas aujourd'hui, notamment avec cette affaire du gel des avoirs de Yahya Jammeh, qui est accusé d'avoir détourné pas moins de 48 millions d'euros le soir de son départ. Est-ce que finalement, les chefs d'État africains ne s'éternisent pas au pouvoir par peur de représailles pour l'après? Oui, aussi, puisque ta question est interro-négative. Je crois qu'effectivement, beaucoup d'entre eux s'éternisent au pouvoir parce qu'ils ont peur de ce qui leur arrivera le jour d'après. Mais justement, ça peut se négocier, Paul. Lorsque vous avez fait 30 ans ou 35 ans au pouvoir et que la seule raison pour laquelle vous voulez rempiler, c'est que vous avez peur que vos avoirs vous soient arrachés ou que vos enfants soient pourchassés, encore que si vous vous y échappez, rien ne dit que dans l'avenir vos enfants échapperont, mais vous négociez avec vos successeurs, vous leur dites, ça s'est vu en Russie. Vladimir Poutine, il me semble, lorsqu'il doit arriver au pouvoir, Boris Eltsine était à la tête d'une Russie complètement pourrie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir le petit du KGB, il lui a dit, écoute, moi je suis à bout de force, je veux me reposer tranquillement et j'ai une liste d'amis que tu dois laisser tranquille, le reste tu fais comme tu veux. Et c'est ce qui s'est passé en Russie. Les quelques recalcitrants qui n'ont pas voulu suivre le deal, eh ben, il y a justement eu cette médiation avec Yahya Jammeh. Souvenez-vous, quand le président Buhari du Nigeria conduisait la délégation ouest-africaine pour aller le rencontrer, l'une des garanties justement qu'on lui a donné quand il a fait volte-face, c'était de lui dire qu'écoute, tu peux partir tranquille, on verra avec Barrow que tu restes tranquille. Oui, mais alors tu veux dire qu'Adama Barrow n'a pas tenu parole? Non, justement. La nuance dans le cas Yahya Jammeh, et ça doit servir de leçon pour beaucoup de ceux-là qui sont encore, en tout cas semblables à Yahya Jammeh, qui sont au pouvoir, c'est qu'il ne faut pas pousser les gens à bout non plus. Parce que quand vous sentez qu'il y a rupture, que le peuple vous rejette, qu'il n'y a plus possibilité de continuer que par la force, par l'écrasement et par les tueries, vous ouvrez vous-même la négociation. Mais lorsque vous venez ouvrir la négociation, lorsque vous avez tout essayé, parce que dans le cas de Yahya Jammeh, en réalité, lorsqu'il ouvre la négociation, en fait, on lui impose la négociation. Il a tout essayé, il a battu ses compatriotes, il les a emprisonnés, il en a assassiné d'autres. On a commencé à découvrir les charniers récemment.
Dans ce cas, ça devient impardonnable. Parce que figurez-vous quand même qu'il y a beaucoup de familles gambiennes qui sont meurtries par l'entêtement malsain de Yaya Jammeh, alors qu'il aurait bien pu partir à un moment opportun. Dans ce cas-là, moi je suis d'accord pour que la parole ne soit pas tenue. Oui, on fait semblant de lui garantir qu'on ne le poursuivra pas pour qu'il s'en aille, mais dès qu'il s'en va, ben, on fait même bas sur tout ce qu'il avait, on le redonne aux Gambiens. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'a pas su saisir sa chance quand il aurait pu la saisir. Ça, c'est la lecture du journaliste. Quelle est la lecture du politique? Oui, non, je voulais dire que ben, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que ces chefs d'État ont tout fait pour que leur départ pose problème. C'est eux qui ont bâti, structuré, consolidé ce pouvoir sans partage, qui faisait en sorte que les ressentis, les ressentiments allaient certainement ressurgir lors de l'alternance. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne veulent pas partir parce que bon, ils ont peur de la suite des événements après leur départ. Je crois que non. Je pense que ça, souvent c'est aussi un prétexte parce que je ne crois pas qu'il y a une idée, je veux dire, fondamentale de revanche lorsque nos peuples demandent l'alternance. Il y a une idée d'ouverture, d'air pur, comme dirait Pierre Perret. Et je crois que lorsqu'on veut que cela se passe correctement, sans anicroche, sans chasse aux sorcières, c'est possible. Et en ce qui concerne notre pays, je suis sûr qu'on peut arriver à une transition douce, sans beaucoup de problèmes. Là, vous parlez du Cameroun. Je parle du Cameroun. Si les dirigeants de ce pays prennent sur eux de penser un peu à l'avenir, ce que veut le Camerounais, c'est un autre pays. C'est pas régler les comptes plus tard. Je crois que les règlements de comptes se trouvent plutôt dans un seul camp, entre eux, que vis-à-vis du peuple camerounais. Sortons des cahiers d'actualité, messieurs, si vous le voulez bien, vous vouliez ajouter quelque chose, Cabral? Oui, en fait, puisqu'il a parlé du Cameroun, je suis absolument d'accord avec vous. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui une catégorie de dirigeants camerounais devenus imperméables à ce message. Je pense plutôt qu'il y a un deuxième rideau à qui il faut adresser ce message. Dans le cas spécifique du Cameroun, il faut savoir que, enfin, c'est pas moi qui vous l'apprendrai, que, à mon observation, il y a au moins un double niveau de rideau. Vous avez les plus anciens qui sont devenus complètement perdus dans les nuages et qui croient qu'ils sont très forts, très puissants, éternels, perpétuels, tout ce que vous voulez. Il y en a, après, qui, eux, pensent qu'effectivement, il faut absolument une bouffée d'air frais et qui, eux, ont légitimement pour seule crainte de subir la vendetta qu'on lancerait contre les autres. Mais je voudrais vous dire que je pense pour ma part que vraiment très au sommet, il y a un groupuscule de personnes là-bas qui est prêt à aller jusqu'à la mort. Sinon, ça se termine d'une autre façon. Sortons des cahiers d'actualité, messieurs, si vous le voulez bien, en parlant de la RDC et de l'Ouganda. Vous louiez tout à l'heure le président Idjo pour avoir refusé le transit des armes françaises vers le Biafra. Et là, on a le président Museveni qui, je ne sais pas combien d'années après la chute du président Mobutu, vient nous dire, écoutez, moi, effectivement, j'avoue avoir participé à la chute de Mobutu parce que je voulais protéger le voisin rwandais, le petit voisin rwandais qui est à côté. Comment ça peut s'expliquer? C'est de la traîtrise? C'est de... Non, c'est un problème d'intérêt. Je ne pense pas que le président Idjo l'a fait parce que, bon, il aimait particulièrement le peuple biafrais ou pas. Ça posait un problème de sécurité aussi, parce que les armes qui commencent à circuler dans votre territoire... Parce que, je vais vous dire... On peut commencer par le Biafra et on finit par le Cameroun. C'est ça aussi, parce que, bon, on en a souvent parlé. Le Boko Haram dans le nord ressemble beaucoup aussi à des manipulations qui auraient pu amener à des parties du territoire qui auraient pu nous échapper. La décision du président Idjo était liée, je pense aussi, au fait que, il y avait quand même, on sortait d'une lutte de libération, d'une lutte armée, et que, bon, le fait qu'il y ait ce front au Biafra n'était pas de nature, à rassurer le pouvoir. Oui, absolument. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus, Cabral? Oui, papa, l'Ouganda, Oui, moi je dis
c'est toujours bien ce type de révélation parce que ça confirme simplement, en quelque sorte, ça donne un cachet définitif à une sorte de saut à ce que tout le monde savait déjà. Je pense que il n'y a pas un seul chercheur qui s'est intéressé à cette question et qui... Mais quel est l'intérêt pour Yoweri Museveni de venir nous dire ça aujourd'hui? Il veut soulager sa conscience? C'est quoi le... Non, mais visiblement, les termes qu'il emploie ne vont pas dans ce sens-là. Pas du tout. Je pense qu'il veut plutôt apporter un démenti à ce que le président canadien a dit tout à l'heure. C'est que beaucoup de gens ont dit qu'il l'a fait pour les intérêts de l'accès aux matières premières, une sorte de contrepartie en termes d'exploitation minière. Ce qu'il a absolument voulu démentir, je crois, c'est qu'il n'en avait pas besoin, puisqu'il, dans la même interview, il rappelle que tous les minerais qu'il y a en RD Congo, il y en a également dans son pays, l'Ouganda, ce qui n'est pas fondamentalement faux, sauf quand même qu'au Congo, il y en a un peu plus. Et puis, de toute façon, comme c'est un pays grand, et tout ce qu'on veut, si on peut toujours prendre un peu là-bas en gardant et en conservant ce qu'on a chez soi, on ne se prive pas. Mais maintenant, est-ce que ça a vraiment pris? Il ne trompe personne. Lui seul sait exactement ce qu'il voulait en ce moment-là. Il voulait peut-être aider effectivement le voisin rwandais, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Mobutu finançait quand même les Interahamwe qui créaient du désordre un peu partout. Je pense que ce qu'il dit est en partie vrai, parce qu'il fallait une coalition pour mettre un terme quand même. En fait, à la suprématie. C'est une coalition qui a mis un terme au régime Mobutu et qui était plus ou moins encouragé par la Libye. Également. Voilà, merci infiniment messieurs. Je voulais juste rappeler qu'on parlait tout à l'heure des attentats à Manchester, mais il faut préciser, on n'en parle pas suffisamment, que l'extrême nord du Cameroun continue à être le théâtre de plusieurs attentats terroristes menés par la secte islamiste Boko Haram. Il y en a encore eu un la semaine dernière et un cette semaine. Nous témoignons toute notre solidarité aux soldats qui défendent vaillamment le territoire camerounais sur ce front de cette fameuse guerre asymétrique. Et aux populations désespérées qui vivent profondément meurtries. J'arrive jamais à comprendre ce qu'il y a derrière le terrorisme. Je veux bien que les gens se fâchent, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Mais aller tuer si lâchement des personnes qui vont naturellement à leurs occupations, ça restera. Je le dis pour les Africains, comme pour les Anglais, comme pour les Français, même si quand ça se passe en Afrique, ça n'a pas forcément la même résonance de l'autre côté, que ceux qui ont créé ce monstre-là, vraiment qu'ils se battent pour le tuer. Que vous soyez entendu, Cabral Libye, nous marquons juste une petite pause, madame, monsieur, pour respirer et pour revenir tout de suite à retrouver le plat de résistance de dans cette émission. Ce sera l'entretien que Cabral Libye aura avec le président Anissé Ekane. On marque la pause et on se retrouve tout de suite. On est donc de retour sur le plateau de Sans Rancune et nous amorçons la deuxième et la dernière partie de l'émission. Elle va commencer tout de suite avec l'entretien que nous avons avec notre invité. Anissé Ekane, bonsoir. Bonsoir. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes parti de Douala pour venir assister à cette émission. C'est l'amitié que vous nous faites en venant sur notre plateau. On vous en remercie infiniment. Avec vous donc, on va aborder quelques sujets brûlants de l'actualité politique au Cameroun en ce moment. Juste rappeler que vous êtes membre du bureau politique du Manidem, c'est le mouvement pour la nouvelle indépendance et la démocratie, parti politique au Cameroun, que vous avez été 2 ou 3 fois candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. 2 fois. 2 fois. Et que vous êtes aujourd'hui chargé donc de la formation dans votre parti politique. Donc on commence tout de suite en vous laissant au bon soin de Cabral Libye. Bonsoir à vous, M. Ekane Anissé. Merci, bonsoir. Et je commence par la sortie de Paul. Vous êtes aujourd'hui chargé de la formation. Vous avez de nombreuses recrues. Oui, on forme les recrues, on forme ceux qui sont déjà là aussi. Parce que la formation dans un parti comme le nôtre est tout un processus qui est permanent. Par exemple, on a un forum, on a des forats sur la toile où débattent les cadres, où on échange nos différentes déclarations. Si on ne peut pas rapidement se réunir, c'est dans ce cadre-là qu'on les affine, etc. Et ça fait partie de la formation. Donc on est dans un processus permanent dans notre partie de formation. On a une école de formation, l'IFEP, l'Institut de formation et d'industrie politique à Zinga. C'est une école virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'a pas des immeubles, mais on a des niveaux de formation. Mais là, c'est académique. Ah non, c'est pas académique. C'est une formation d'études politiques. Ah oui, mais c'est une formation politique du Manidem. Du Manidem, oui. Par exemple, il faut maîtriser quand même certaines notions. Justement, vous formez en quoi?
par exemple, je veux dire que bon, je pense que notre parti est d'essence progressiste. Donc il faut maîtriser par exemple le matérialisme historique. Il faut connaître l'histoire de la révolution, des révolutions dans le monde. Il faut analyser la société camerounaise. Il faut la disséquer en classe. Il faut savoir c'est quoi un syndicat, comment on anime un syndicat, les organisations de masse, quels sont les rôles de ces différents secteurs de la société dans le développement politique du Cameroun. L'histoire de notre pays, c'est extraordinaire. Il faut la connaître pour se projeter dans l'avenir. À vous écouter, ça donne vraiment envie. Mais depuis que vous formez, pouvez-vous vanter d'avoir des produits déjà sur le marché politique? Bon, oui, quand même. Je ne vais pas citer certains cadres de notre parti. Mais si, vous devriez vous enorgueillir. Il y en a beaucoup. Bon, ceux qui passent souvent en télévision, il y a toute la série de communication qui passe à la télévision. Quand on regarde... Quelques noms, 2 ou 3. Je vous rappelle que... Savez-vous et Kane Anissé, vous êtes représentatif. Quand on vous voit, on sait qui vous êtes. Denis Kouebo, Charles Fongan, Kobe Dimo, Abanakwama, de regretter mémoire, Ngonda, Jean-Pierre Ngonda, Marianne Simon et Canet, produit de l'écurie et Kane Anissé. Non, produit du Manidem. Bon, non, je parle de votre formation. Je suis chargé de la formation. Vous avez déjà des produits labellisés et Kane Anissé qui sont dans le champ politique. Alors, il faut peut-être préciser. Vous êtes chargé de la formation. Oui, il faut peut-être préciser que je suis chargé de la formation, mais je ne suis pas le formateur des camarades du parti. Je coordonne la formation. Donc, il y a d'autres camarades qui sont formateurs, instructeurs, etc. C'est vous qui fixez les orientations. De toute façon, c'est forcément labellisé et Kane Anissé. Commencez à vous habituer à ce qui se fait dans le Mandem qui est différent. Il n'y a pas de Manitou chez nous. Il n'y a pas de gourou. Donc même la formation est une œuvre collective, même s'il y a quelqu'un qui la coordonne. Et on fonctionne comme ça. On avait souvent l'habitude de dire qu'on est un intellectuel collectif. C'est-à-dire que j'apprends beaucoup déjà à discuter avec les autres camarades. Les instructeurs et les formateurs chez nous apprennent dans le processus de formation des autres. C'est quelque chose, on dirait chez nous, c'est dialectique. Alors, vous avez certainement compris pourquoi je vous posais la question. Oui. Parce que déjà en face, au pouvoir, beaucoup de jeunes y vont pour des raisons bien connues, de l'argent et autres. Mais le même reproche, on le fait déjà aujourd'hui à l'opposition. On dit, même là-bas, on ne forme pas. Tout le monde se bat pour l'instant et l'immédiateté. Et du coup... le problème, c'est que l'amalgame, quand on parle d'opposition, c'est quand même très embêtant. 95% des cadres aujourd'hui dans l'opposition viennent du RDPC. Donc, vous n'allez pas leur demander... Je vous le concède volontiers, vous êtes dans les 5%. Vous n'allez pas leur demander de changer du jour au lendemain. C'est la même matrice qui a formé la plupart de ce qu'on peut appeler aujourd'hui comme homme politique, à commencer par les plus grands responsables de l'opposition aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas surpris que les schémas du RDPC se retrouvent dans la plupart des partis de l'opposition. Les habitudes du RDPC se trouvent dans la plupart, oui. Justement, avant de passer aux questions d'actualité, cette question de fond, elle est très intéressante. Oui. Parce que justement, quand on voit le cadastre politique camerounais, je vous donne raison, c'est à peu près la même racine des deux côtés. Pas à peu près, c'est la même racine. Comment vous expliquez que justement, nous sommes à 27 ans après 90, que les enfants des années 90, comme on les appelle, c'est-à-dire les figures naissantes des années 90, n'ont pas les transfuges du parti unique? Comment ça s'explique que vous n'ayez pas pu vous imposer dans l'opposition et que ce soit encore les transfuges du parti unique qui tiennent le haut du pavé de l'opposition camerounaise? Qu'est-ce qui s'est passé? L'explication est simple. Elle tient en fait de l'aliénation politique et culturelle des masses dans le pays. Vous savez, ce qui se passe en 90, c'est que, bon, avec l'effervescence... Non, mais là, je ne parle pas des masses, je parle des cadres. Oui, mais ces cadres, d'où sortent-ils? Je veux dire que, quand je parle des masses, je dis des Camerounais en général. Oui, mais là, je parle vraiment de la famille des cadres dans laquelle vous êtes. L'effervescence de 90 a créé quoi? A créé une dynamique où s'engouffrait tout le monde. Et, au début de la dynamique, au fur et à mesure qu'elle se développait, la plupart
de la petite bourgeoisie, disons comme ça, des cadres moyens, qui arrivaient avec le sentiment que très rapidement nous allons arriver au pouvoir. Dès que la situation se corse, qu'est-ce qui s'opère comme changement? D'une démarche politique pour amener les Camerounais à s'intégrer dans la dynamique politique, se substitue une démarche en réalité opportuniste de business. Si vous regardez bien, la plupart des cadres qui sont dans les partis dits de l'opposition, même si cela n'est pas explicite, font de la politique business. C'est-à-dire que la politique apparaît comme l'étrier, comme le passe-droit, comme, je vais dire, l'ascenseur. Ça explique pourquoi les masses n'adhèrent pas. Voilà, mais la question comme l'ascenseur. Mais la question demeure. Sauf que vous, la nouvelle garde de 90, vous n'avez pas milité dans le parti unique. Vous avez d'ailleurs souffert, vous, et Kane Anissé, il y en a bon nombre comme vous, qui ont souffert. Vous, la génération 90, très courageuse, vous n'avez pas pu rallier. Mais justement, je reviens à l'aliénation. D'ailleurs, par moment, vous avez fait un peu ami-ami avec les anciens. Oui, mais vous savez, quand on rentre en 90, c'est pour qu'on comprenne la dynamique politique qui se met en place. Elle est pilotée par quoi? Elle est pilotée par les anciens du régime. Je vois Samuel, Fundi, Ekinti et la famille upéciste. Et dans ce magma, les Camerounais avaient si soif du changement qu'ils ne voulaient pas de discernement. Lorsqu'on leur disait que faites attention, ce sont les transfuges qui sont venus se recycler parce que, bon, on a l'impression que le pouvoir a ramassé, ils disaient non, on ne veut pas de division. Les Kodoks, vous voyez ce que ça donnait. Ça créait au sein de cette dynamique l'amalgame. Et pensez-vous donc que le temps aujourd'hui a écrémé le paysage politique de l'opposition? Oui, il y a eu beaucoup de clarifications. Vous savez, aujourd'hui, peu de gens se font encore des illusions sur les véritables Camerounais qui veulent un changement structurel profond. Et vous pensez aujourd'hui qu'il y a dans l'opposition des visages de confiance, sorte de véritables aînés politiques sur lesquels les jeunes devraient river leur regard? Je crois que ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, peut-on vraiment sortir des gens de ce lot de tous pourris? Ah oui, certainement, je pense. Les Camerounais ne se font pas trop d'illusions. Deux noms, en dehors de vous. Et vous ne devriez pas avoir de difficultés, puisque vous appartenez de fait dans la même famille de ceux qui doivent désormais incarner le tutorat politique pour des nouvelles générations, en tout cas, en dehors du pouvoir. Oui, alors, je ne veux pas en prendre dans mon parti, ce serait trop facile. Je prends en dehors. Il y a quand même des gens qui sont restés un peu constants, même s'ils n'étaient pas toujours là. Il y a Ndieu Kamchamini, qui est encore là. Parti en exil, je crois, à un moment. Oui, qui vient de revenir. Je ne cite pas les camarades du parti. Sorti de là, il y a certains cadres de l'UPC qui militent dans l'ombre, dans ce parti de l'opposition, qui ont transité, qui sont allés parce que, l'air du temps voulait quand même que... Oui, mais c'était leur nom. Les jeunes veulent savoir. Je ne veux pas citer quand même les cadres du SDF, anciens cadres de l'UPC, ils auront des problèmes dans leur parti. Il y a en plus, et ça, c'est un secret de polichinelle, beaucoup de nos anciens cadres qui aujourd'hui travaillent dans l'appareil du pouvoir, mais dont on n'a pas... Sont-ils encore indemnes? Mais on travaille pour l'État, de toute façon. Oui, pour l'État. Mitterrand avait dit qu'on ne nationalise pas les consciences. Donc, je pense que le désir de changement, la formation qu'ils ont eue au sein de notre famille politique et les contingences de la vie font en sorte qu'ils ne sont pas perdus. Alors, dernière question avant qu'on passe rapidement à l'actualité. Paul commence à me guetter du coin de l'œil. Avec ce paysage-là, vous pensez que quelque chose est possible en 2018? J'en discutais à l'aparté tout à l'heure avec... justement, ce qui manque dans ce pays, c'est la révolte des intéressés des masses camerounaises. Vous savez, les Camerounais
voient très bien ce qui se passe. Mais la pauvreté et la misère sont des armes à double tranchant. Autant elles peuvent annihiler tout un peuple dans le besoin de survie permanent, autant elles vont créer, et j'en suis persuadé, une dynamique de révolte consciente, pas subjective, ni de révolter, compte tenu du processus de pourrissement de la situation. J'ai dit aux gens, et comment vous voyez le leadership de cette révolte? C'est la révolte qui crée les leaders, ce n'est pas le contraire, contrairement à ce que les gens pensent. Et si cette révolte créait des leaders, vous, anciens, vous les soutiendriez? Ben, si ce sont des leaders des Camerounais, pourquoi est-ce qu'on ne les soutiendrait pas? Je ne suis pas rentré en politique, je le dis souvent, parce que je voulais être leader du mouvement révolutionnaire. Nous sommes rentrés en politique pour que ce pays change. Nous sommes rentrés en politique, pour la plupart d'entre nous, avant 90, avant l'amalgame et la fébrilité du multipartisme administratif, de la soi-disant démocratie. Donc fondamentalement, il y a quand même des choses qui restent. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les postes, ce n'est pas le fait de devenir élu, c'est que ce pays se change. Quand je rêve, moi, la plupart des camarades sont comme moi, je ne rêve pas de président, ni député, ni conseiller municipal. Je rêve d'un autre pays où quand on parle à un jeune, il est content d'être au Camerounais, il est content de vivre, il ne regarde pas les publicités sur la bière, etc. C'est bien, bien compris, M. Ekané-Anissé. Alors, très rapidement, sur 2 ou 3 questions. La première, c'est le 20 mai. Le Manidem n'a pas boycotté. Boycotter quoi? Le défilé du 20 mai. Mais cette question, pour nous, elle est hors sujet. La fête où le 20 mai nous pose un problème depuis des années. Que veut dire le 20 mai? Eh bien justement, c'était la date du référendum, de révision d'une constitution. Donc c'est la juxtaposition des Camerounais qui parlent anglais et français. Ça nous pose un problème. Donc pour vous, ça n'a pas une signification nationale au point d'en faire une fête nationale? Absolument. Et depuis longtemps, on a réfléchi un peu à la question. Pour vous, la fête nationale devrait donc être célébrée quand? Ben, ce n'est pas nous à décider, mais il y a quand même des moments historiques, des dates historiques. Il y a la signature du traité germano-camerounais. Il y a l'indépendance du Cameroun. On dit francophone, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est l'indépendance des Camerounais. Puisque en reconstruisant ce Cameroun, l'indépendance a touché tout. Il y a l'indépendaison de Douala Mangabel. Il y a le 13 septembre, l'assassinat de Omiobé. Il y a le 24 mai, 25 mai, on y est, le déclenchement en fait de la lutte armée dans le pays avec les massacres. Donc les offres ne manquent pas. 2 questions encore. La crise anglophone, c'est l'impasse. Vous avez la solution miracle? La solution est une solution structurelle. Depuis les années 80, nous avons proposé que le pays soit divisé en 4 grandes régions géographiquement homogènes, économiquement viables. Le Grand Nord, les 3 régions septentrionales, le Grand Sud, le Centre, l'Est et le Sud, le Grand Ouest, le Nord-Ouest et l'Ouest, et le Grand Littoral, toute la bande. Ce sont des régions géographiquement homogènes et économiquement viables. Sauf que, sur la lignée, la trajectoire d'Aïdio, le régime actuel s'est aligné sur les événements de 72 et de 61. En réalité, qui ne sont que le résultat d'un rapport de force entre les Français et les Anglais, mais qui n'ont aucune consistance historico-politique. C'est la configuration de l'État, de votre point de vue, et là on rentre dans le schéma d'une décentralisation plus aboutie. Absolument. Voilà. Avec la promotion de nos cultures, ce qui est très important. Aujourd'hui, vraiment, quand on demande à un Camerounais, est-ce que vous êtes bilingue? Il dit oui. Pourquoi? Parce qu'il parle anglais français. Mais pas 3 ou 4 langues du pays. Bon, il est trilingue. Certainement, avec son bassin natal. Mais maintenant, le Manidem, comment vous, au Manidem, vous voyez 2018, un autre président? Ça dépend des Camerounais. Non, comment vous voyez le paysage, le cadrage, alors, le tumulte? Je vais être clair. Notre objectif, qui a toujours été le même, est de faire en sorte que notre peuple soit en ordre de bataille.
Oui, ça on l'a compris, mais je veux vous arracher une prémonition. Oui. Pour vous, en 2018, en novembre 2018, c'est la date en principe de prestation de serment d'un nouveau président au Cameroun. Oui. Vous voyez qui prêter serment, je vous fais deux offres, Paul Biya ou un autre Camerounais, en novembre 2018 prochain. Fort de votre expérience de tuteur politique que vous êtes, vous pouvez quand même vous autoriser un regard prospectif que nous respecterions. Il y a eu deux possibilités. Non, une seule, M. Ikané. Non. Qui voyez-vous au perchoir de l'Assemblée nationale en novembre prochain, Paul Biya ou quelqu'un d'autre? Monsieur Cabral, faites attention, je ne suis pas Madame Soleil, premièrement. Oui. Deuxièmement, je travaille avec les autres patriotes panafricanistes à changer la situation de ce pays. Et elle peut changer plus rapidement qu'on imagine. C'est-à-dire avant? C'est-à-dire avant 2018. C'est-à-dire juste après 2018. C'est-à-dire un mois ou 2 mois après ou 2 ans après. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, les conditions objectives de la révolte des Camerounais dans ce pays sont meilleures qu'en 90. Des conditions subjectives de la prise de conscience des Camerounais, comme on leur dit, tout dépend de vous également. Sauf que la mèche qui amène le feu aux poudres n'est visible qu'après l'explosion. Ok. Monsieur Ikané Anissé, merci beaucoup. Je vais rebondir sur 2 ou 3 choses, sur 2 ou 3 détails sur cet entretien. On va juste marquer d'abord la petite pause pour vous permettre de souffler un petit peu. Et la pause, c'est en musique. Je vous ai souvent vu sur plusieurs concerts. Et vous n'en manquez pas un, nous dit-on souvent, que ce soit des concerts de musique classique, de musique traditionnelle ou de musique urbaine. Oui. Et là, on a justement un jeune artiste qui nous fait de la musique urbaine. Je le disais en introduisant l'émission, il est déjà venu sur ce plateau, Lucky Plus 2. Il vient cette fois-ci nous présenter son album. Il était venu auparavant nous présenter le single. Et là, on va repartir voir donc une magnifique chanson qu'il a interprétée avec la jeune chanteuse Labelle. J'ai besoin de toi, c'est le titre de la chanson. Et le clip est tout simplement magnifique. Je vous laisse l'apprécier. La menace qui chatouille. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Je reviens vers toi. Oh, oh. Je reconnais que c'est grâce à toi, mon Dieu, que j'ai ce souffle de vie. Je reconnais que tu veilles sur moi chaque jour qui se lève sans même mon avis. Je reconnais que c'est grâce à toi si je peux marcher et m'enjailler. Je te dis merci. Aïe oh, oh. Je reconnais que c'est toi qui donnes. Ah oui papa, je ne peux rien sans toi. Dans ma famille, dans mon boulot, même quand je dors, tu penses à moi. Alors que moi, je viens vers toi seulement quand tout va mal. Mais toujours tu ne me laisses pas tomber. Une fois de plus je suis devant toi. Aïe oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, oh, ne me laisse pas tomber. Que seul toi papa domine sur toutes choses. Et seul toi combat tous mes ennemis. Souvent, sans scrupuler, je reconnais que je te trahis. Pourtant tu es là, toujours pour moi. Aide-moi à ne jamais t'oublier. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Oh, ne me laisse pas tomber. Oh, 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 oh. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Aïe, oh,
Unungulise Mayemana Wazo wesise Mayemana Murumfu asigizama Zwanewo Le titre de la chanson, J'ai besoin de toi. On a du mal à penser, à savoir qu'on parle de toi, c'est Dieu. Parce que vous avez mal. Alors, moi, je vais vous faire une révélation, et c'est mon épouse qui sera joyeuse. J'espérais pas rencontrer l'auteur de cette chanson parce que j'adore cette chanson. Je trouve d'abord les images, le clip, il est beau, la chanson, la mélodie, elle est envoûtante, les voix sont extraordinaires. Et puis, avant, je le confondais à un autre artiste très connu, Dynastie Le Tigre, pour ne pas le citer, mon épouse à moi. Et puis un jour, on a eu un débat en regardant le clip, on s'est dit, mais ce gars, c'est pas Dynastie Le Tigre. Celui-ci, il a une silhouette plus effilée et autres. Et bien, on a fini par se dire que c'était pas Dynastie Le Tigre. Et j'ai commencé à me demander, mais qui au juste se cache derrière cette voix? Parce que c'est pas quelqu'un comme moi, personnellement, je connaissais beaucoup. J'ai envie de lui dire ici, ben, félicitations. En tout cas, moi, vous m'avez touché avec cette chanson. Merci, ça, je merci, vous l'avoue. merci. Ben, je suis tout à fait d'accord avec Cabral. Ce qui m'inspire cette chanson, c'est une seule phrase. Quand c'est beau, c'est beau. Voilà. Bon, l'émission est terminée. Ouais, c'est merveilleux. Et puis la thématique, ben, oui, c'est une louange. Oui, oui, c'est une louange. C'est une louange au Seigneur. C'est extraordinaire de voir des jeunes. Sauf que c'est bivalent. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, on Oui, sait en pas. fait, On sait cet pas. aspect-là, J'ai besoin de toi, de ton ami, de ta femme, de ton... Mais c'est en cela que c'est... Moi, je l'avais écouté 2 ou 3 fois. C'est le clip qui m'avait touché. Les images sont extraordinaires. Ouais. Il y a beaucoup de fraîcheur dans la réalisation, beaucoup. Oui, effectivement, la verdure. Oui, mais ça change des flashs, des lumières, etc. Des boîtes de nuit, des bouteilles de champagne, des voitures. Des grosses voitures blanches. Les jeunes aujourd'hui, et puis quand ils font des clips, on voit beaucoup de voitures, on voit beaucoup de champagne. Ça mourache beaucoup maintenant. La mode maintenant, c'est qu'ils se roulent des pelles. Voilà, on a juste 2 talentueux artistes qui mettent leur voix ensemble dans un magnifique décor, avec une magnifique... Et puis il y a l'arrangement à un niveau là, le hush. Oui, qui a réalisé le clip? Il s'appelle Fabien Guémon. Ben, vous lui transmettrez nos félicitations. Le clip est magnifique. Il est magnifique. Bon, de toute façon, nous, on a plus parlé que lui-même. Non. C'est pas son frère. Non, c'est pas... Mais je pense que le clip est beau parce que la chanson est belle, parce que la thématique aussi est belle. Donc, tu demandais qui se cache derrière ces voix. Eh bien, c'est Lucky Plus 2. On l'avait reçu il y a quelques temps déjà. On avait reçu. Oui, c'était pour annoncer le single. Le single, voilà. Maintenant, aujourd'hui, l'album est complet. Alors, la chanson qu'on vient d'écouter, elle est dans l'album ou pas? Oui. Elle est dans l'album. Ouais. Mais il y a beaucoup de maturité entre-temps. Je pense que c'est le fruit du travail aussi, on peut dire, parce que je sors d'une maison où le travail était forcé. Alors, moi, quand on écoute Lucky Plus 2, on se dit tout de suite qu'on va avoir du rap ou alors du... et là, on a quelque chose qui est à mi-chemin entre le blues, la soul et la world. Ils appellent ça afro-pop maintenant. Comment ça se fait? J'entends parler d'afro-pop. Voilà, je crois que j'ai fait le parcours de tout ça. J'ai essayé du rap, j'ai essayé du R&B, et puis je me suis rendu compte que mon pays, le Cameroun, a beaucoup de culture que nous devons valoriser. Et voilà. Donc j'ai essayé de mélanger, de faire un mélange. Donc moi j'appelle ça l'afro-écan. 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 Voilà. Écan qui est... Voilà. Avec un rythme de chez nous, en fait. Voilà. Donc c'est un peu... Au Gabon aussi. Et ça change, c'est-à-dire que là on a vraiment, la belle étoile, vous mettez de la voix, on sent de la voix, quand on sait que la musique africaine n'est pas toujours portée sur la voix, c'est beaucoup plus porté sur l'orchestration et sur l'animation. Là vous mettez, on sent les instruments, mais pas trop, on a une petite ligne de basse derrière, on a une petite guitare, on a la batterie qui surfe et on met en avant les voix. Pourquoi avoir fait ce choix? C'est justement la couleur R&B, hip-hop qu'on essaye d'ajouter parce qu'on a remarqué que les musiques hip-hop, c'est vrai, certaines personnes peuvent trouver que c'est beaucoup de bruit ou alors, mais il y a une couleur au niveau des voix qui est aussi très, très, très originale. Donc,
On a essayé. Moi, en fait, je suis arrangeur. Mes chansons, c'est moi qui les arrange comme ça. Donc, est-ce qu'on a le recul nécessaire quand on est chanteur dans sa propre production d'arranger soi-même? Oui, parfois. Parfois, mais ça a marché. Hein. Oui, voilà. Ça marche. Parfois, ça, c'est en fait, et là, on retrouve ça quand on a déjà beaucoup de produits dehors. C'est à ce niveau qu'on retrouve les mêmes sonorités parce que il y a déjà ce que tu as fait déjà, peut-être dans la chanson de tel, tu remets dans une même chanson et puis donc. Mais quand c'est encore au début, comme moi je suis là, on ne peut pas encore ressentir ça. Mais déjà, j'essaye déjà de me rapprocher de certains collègues, des frères qui font dans ça. Alors tu parlais de coloration tout à l'heure. L'album, il a quelle coloration? Est-ce que tout l'album est comme ça ou alors est-ce que ça bouge un moment, ça se calme encore? Bon, tout l'album est dans ces couloirs. Voilà, donc, et c'est ma particularité. Pourquoi ce choix dans un environnement où vous voyez bien que la scène... Il te dit qu'il a tout essayé et puis finalement voilà. trouvé, Paul. Justement, savoir. Oui, c'est vrai que c'était pas facile le choix. C'était pas facile déjà parce que je suis jeune et je pouvais me laisser influencer par ce qui marche dehors. Donc, mais moi j'ai trouvé Tu es resté jeune par ton costume. Qui te lâche derrière un peu le costume dans le clip. Voilà. Donc, il y a un certain message aussi et il y a une couleur de musique qui peut porter ce genre de message que moi je véhicule dans mes chansons. Donc, obligatoirement, il fallait bien que je reste dans cette couleur-là. Alors, l'album est intitulé Alléluia. Oui. Il a 7 titres. Les 7 titres sont-ils, comme celui-ci, un hommage à Dieu? Non, mais toutes les chansons sont des chansons à texte. Oui. Voilà, donc c'est pas toutes les chansons ne parlent pas que de Dieu, mais c'est des messages c'est des chansons qui véhiculent des messages en fait, que les Camerounais ou alors le monde entier. Et le projet artistique derrière, c'est quoi? Voilà, l'album est déjà disponible et maintenant nous essayons de Il est où sortir. Là Je ne l'ai pas avec moi. On l'a pas. Ah oui, parce que nous, on aimerait se le procurer là. Vous avez beaucoup de joie qu'on Voilà, il y a eu un décalage avec la personne qui avait décidé. Voilà. Voilà. Donc Oui, il est encore. Oui, je voulais dire ce qui me frappe quand je l'entends, c'est la maturité. Il parle avec beaucoup de maturité, d'assurance, quelqu'un qui a maîtrisé son sujet, qui a fait un choix. Et la vie, c'est le choix permanent. La capacité de choisir et de se décider. Choisir, de ne pas être assis entre deux chaises. Parce qu'on dit souvent que quand on est assis entre deux chaises, on se retrouve au cul à terre. Alors, est-ce un promo pour l'album? Nous, on ne l'a pas sur le plateau, on aurait bien aimé avoir un exemplaire. Où est-ce qu'on le trouve? Pour le moment, il est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, alors, Charles va afficher... oui. Charles va afficher tous les contacts au bas de l'écran pour qu'on puisse... Donc, toutes les chansons sont sur YouTube déjà. On a fait un planning de promotion du genre, après chaque 3 mois, on sort un clip. Oui. Voilà, donc nous sommes déjà à 3 clips. Qui sont sortis. Voilà. Et le 4e sort d'ici le mois. Mais si nous on veut l'album pour le jouer dans le véhicule, c'est pas je vais passer le numéro pour voilà, okay. on il y a des affiche CD on affiche dans le numéro. C'est juste qu'il y a eu un décalage avec le... Mais on peut l'acheter. Oui. Dans les points de vente. Il coûte combien? Pas dans les points de vente parce que déjà, c'est La piraterie. Voilà. Et les points de vente là même parfois, tu laisses un stock, lui il reste faire aussi son stock, après il vend plutôt son stock et puis tu retrouves tes CD chaque jour. Donc, maintenant c'est livraison. C'est compliqué. Livraison c'est sur commande. compliqué. Voilà, vous regardez le numéro bas de l'écran, vous appelez. Oui, mais ça tombe bien, on est en face de nous, non politiques. Vous savez, toi et moi, en fait, dans nos moments perdus, on va dans les studios. D'ailleurs, notre album avance beaucoup. On pourrait l'associer. Mais quand on a travaillé un peu, je suis choriste dans une autre vie, quand on a travaillé en studio, quand on voit la dureté du travail qu'il y a en studio, les sacrifices qu'on fait pour produire un album, et vous voyez des gens qui le vendent à 100 francs, 200 francs, ils en ont fait ce qu'ils veulent. Et moi, je pense que les pouvoirs publics doivent un jour pouvoir prendre des dispositions pour... Bon, on ne peut pas annihiler la piraterie, Mais on peut la contenir pour l'essence frelatée, ils peuvent le faire pour la piraterie.
musical. Il suffit de la volonté, il y a des moyens de le faire. Et je Ça trouve permettrait même aux ça. artistes aujourd'hui de vivre de leur art. Oui, mais une œuvre comme celle-ci devrait pouvoir faire de ce garçon Ah oui, en oui. une semaine un millionnaire tout au moins. Mais ça arrive sous d'autres cieux. Ça arrive sous Ah d'autres oui, mais cieux. si ça arrive à Todar, il ses sort un Martin, congénères en France et ailleurs, single, parfois pour il des est au produits top dans tous les de charts. moindre qualité, pourquoi ça lui arriverait pas? Voilà. Ben, il faut peut-être un jour un projet politique qui puisse faire que des jeunes comme ça deviennent, qu'ils vivent de leur J'espère travail. que le ministre Moulé Kombi nous regarde et nous écoute. J'espère que soit lui, soit ses collaborateurs, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps de regarder la télé, mais que ses collaborateurs écoutent maintenant. Est-ce que ses collaborateurs lui parlent? Il n'a pas le temps, il a beaucoup de choses à faire. Oui, je suppose. Quand on est ministre, je n'ai jamais été ministre, je n'en ai jamais côtoyé, donc je suppose que quand on est ministre, on est très occupé. Puisqu'on a du mal à aller voir les ministres qui ne répondent pas au téléphone, vous avez du mal à les avoir en rendez-vous, donc je suppose qu'il doit avoir un agenda. On ne le voit jamais, même à la télé, puisque de toute façon, il ne faut rien sur le terrain. Voilà. Donc, Voilà, on va te remercier. Oui, Lucky. Ouais, le numéro de téléphone, c'est le... Ah, il l'a affiché, Ah, t'inquiète ok, pas. d'accord. Le réalisateur s'est chargé de On l'a l'afficher, sauf affiché si tu au ne lui as pas donné. hein, mais bon. On l'a affiché au Il y a Vatican, une t'inquiète pas, personne tous les là-bas gens, qui tout le sont- monde le verra. Merci infiniment d'être venu nous présenter cet album. On attend justement d'avoir la copie physique. Donc Thierry, c'est ton travail, tu récupères les albums et tu nous les apportes. On enverra un au président Ekanem, magnifique clip. Juste la dernière question, pourquoi le choix de label pour la chanson? Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Oui, je crois que le label a participé beaucoup pour que les uns et les autres connaissent Lucky Plus 2. Parce que le label, elle a écouté la première chanson, Alléluia. Elle a aimé et elle a décidé de me donner un coup de main. Et son coup de main ne pouvait être qu'être ce featuring parce qu'avec sa cote de popularité, elle a estimé que si on faisait une chanson ensemble, beaucoup de personnes allaient découvrir. Et elle a eu raison. Absolument. Elle a eu raison. La chanson est magnifique, le duo est magnifique également, le décor est magnifique, le clip est beau. Merci, toutes mes félicitations, merci infiniment En tout cas, d'être venu nous prochainement, présenter. quand moi je vais être célèbre, moi je vais te chercher. On va chanter. Vous restez sur notre plateau jusqu'à la fin de l'émission. On va juste deux questions avant d'accueillir Florent Barga, président. Deux questions. Dans l'échange avec Cabral, vous avez parlé de la révolte. C'est un mot qui revient régulièrement dans les discours du Manidem. Quand vous parlez de révolte, est-ce qu'il y a une limite avec insurrection ou alors vous entendez révolte et insurrection, c'est la même chose? Ben, le peuple décide des moyens qu'il emploie pour assurer ses aspirations. Voyez. Vous êtes réputé, président Ekanem, pour ne pas du tout faire la langue de bois. Moi, je vous ai posé une question simple et directe. Est-ce que révolte au Manidem veut dire insurrection? Mais j'ai bien répondu que le peuple choisit ses moyens. Là-bas au Manidem. Non, la révolte là-bas, à laquelle au vous Manidem. faites allusion, quand vous avez dit tout à l'heure que ce qu'il Quel est le faut, sens que c'est la vous, là-bas, révolte. au Manidem, vous Quel est dites? le sens que vous donnez à la révolte? Est-ce que vous dites descendons dans la rue? Parce que je me souviens d'un de vos slogans, arrêtez le match. Arrêter le match, ça veut dire que envahissez le stade. Voilà, le C'est à l'ordre du jour. Le public entre dans le stade et le match s'arrête. Le match s'arrête. Oui, mais vous voyez, Est-ce que c'est ça la révolte? Absolument. Quand il y a un match où l'arbitre a le même maillot que l'équipe adverse et que bon, les arbitres ont le même maillot que l'équipe adverse et que bon, les arbitres de touche sont des remplaçants de l'équipe adverse, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le match. Donc. On envahit Non, le mais stade. pourtant, il est de plus en plus démontré aujourd'hui qu'on peut gagner le match, même quand l'arbitre est pour l'adversaire. Ah, c'est que c'est Le bon. Cameroun a gagné contre l'Argentine. Oui, mais Avec Michel Vautreau. c'est que c'est pas un très bon arbitre. Un bon arbitre, quand il vous fait gagner un match, il vous fait gagner. Non, je voulais dire, moi, je vais aller plus loin. Faut pas penser qu'il y a la langue de bois. Il y a 2 jours, j'étais dans une chaîne camerounaise. Il y a en face de moi quelqu'un qui disait mais non, il faut écarter les militaires du pouvoir. Je leur dis que Sankara a marqué pour l'éternité l'Afrique. C'était un militaire. C'est un militaire. Voilà. Juste une dernière question. Et j'aimerais, dans la question de Cabral sur 2018 par rapport au Manidem, Oui. vous ne nous avez pas dit justement quelle est la position du Manidem. Vous y allez pas, qui est candidat, qui n'y est pas, On va où? aux élections. Moi, je ne suis pas sûr que les élections auraient lieu à cette date-là. Il y a tellement de possibilités, de Non, choses constitutionnellement, il y a élection. Constitutionnellement, il y a Oui, élection. mais on a rarement les respecté. inscriptions se poursuivent jusqu'au Oui. 31 août prochain. Pour l'année en Je cours. dis aux Camerounais, inscrivez-vous D'accord. massivement. Oui. Mais soyez également prêts à arrêter le match. Soyez toujours prêts. Voilà. Mais dans ce cas, inscrivez-vous au plus vite, puisque Parce le match que peut s'arrêter le à match tout peut moment. s'arrêter avant. Ah oui, mais il y a toujours des prolongations. Hein. Florent Barga pour l'image de la semaine. Bonsoir Flora. Bonsoir. J'ai eu une autre dot cette semaine encore. Encore? Oui,
Ça ne Toujours finit pour pas. Flora, hein. Oui, toujours pour Flora. J'en ai déjà. Je vais me retrouver en prison à force parce qu'il y a des gens. C'est bien que tu le saches toi-même. La prison, C'est déjà une bonne chose. Heureusement que je le dis à la télé, donc ils savent que je suis honnête. Je reconnais au moins ce qu'ils m'ont donné. Ce ne sera qu'une circonstance C'est déjà une preuve de bonne foi. Ce n'est que la circonstance atténuée à l'aveu. Alors, Flora, Oui, ça a été la semaine? oui, tranquille, Tranquille. tranquille. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Avec plusieurs d'autres, Non, quelle la semaine ne peut être que Moi, je tranquille. suis pas au courant de quelque chose. hein. Quand on est autant désiré par autant de personnes qui versent déjà des doutes, tu ne peux être que tranquille. Alors, cette semaine, Oui. qu'est-ce qu'on a? Alors, aujourd'hui, vous aurez une devinette, accompagnée bien sûr de Tu ne l'image. leur avais pas expliqué le principe. Alors le principe, président, c'est que Flora vient tous les vendredis avec une image. Il y a un indice. L'indice cette semaine, c'est Grâce à moi, les rideaux tiennent. Qui suis-je? Donc on met une image et on dit grâce à moi, des rideaux tiennent. Moi je dis les tringles. Oui, Parce qu'en général, c'est les tringles qu'on utilise pour faire tenir les rideaux. oui. Président? Bon, ça c'est la réponse facile, mais ça doit pas être celle-là. Parce que sinon, elle est trop facile. Elle n'aurait pas choisi l'image. hein, si c'était- Oh, pas du tout. Grâce à moi, les deux tiennent. Si ce ne sont vraiment pas les tringles. Si ce sont vraiment, c'est pas les tringles. Bon, Alors avant que Ça fait la colle. Flora nous donne la réponse, j'ai juste une petite anecdote à vous raconter. Vous savez, il y avait un jour dans un chantier, dans une mine de diamants, le propriétaire de la mine est venu dire au vigile, ce monsieur me vole. Oui. Tous les soirs, quand il sort, il me vole. Et la consigne a été donnée au vigile de le fouiller. Et tous les jours, quand il sortait, avec sa brouette, on fouillait la brouette, on le fouillait au corps complètement. Et il leur a dit, et les vigiles ont fait le rapport, ils lui ont dit, monsieur, tous les soirs, quand ce monsieur sort, on le fouille, on fouille la brouette et il n'a rien. Et le type leur dit non, il vole la brouette. Tous les jours, il part avec une brouette. Vous voulez vous chercher des diamants, mais lui, il vole les brouettes. Donc, peut-être à force de rechercher la réponse. Justement. Ah bon? Les rideaux sont donc suspendus en l'air. Ce sont bien sûr des tringles. C'est vrai que lorsqu'on pose la question comme ça, on pense aux porte-rideaux et tout. Ce sont des tringles. Voilà, ce sont des tringles. Ah bon? Ah bon? Voilà. Les tringles. C'est ce que je disais, c'est les tringles qui tiennent les rideaux. Ah bon? Vous avez vu des rideaux autrement qu'avec des tringles, vous? Non. Voilà. Avec C'est des des tringles. tringles qui Là, tiennent les rideaux. j'ai vraiment été idiot. Voilà. Je vous ai bien raconté l'anecdote Ah, du ben gars ça. de la mine. Le gars, il volait des brouettes. Tous les soirs, il partait avec une brouette et les gars, Voilà. On a une autre ça va, image. alors. On a une autre image. Voilà. Ah. C'est au Cameroun. Oui. Bien sûr, c'est un monsieur qui soutient Ok. apparemment deux partis politiques. Alors ça, c'est le symbole de l'unité nationale. Oui. Non, c'est Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a une question? Non, il n'y a Non, pas de il y a question, pas de c'est juste question. l'image, c'est le gag de la semaine si vous voulez. Oui, ben moi j'ai vu sur les réseaux sociaux un autre gars, quelqu'un qui a un mouton avec la tissu du... Oui. Alors on en a vu avec le tissu du RDPC, Oui. on en a vu avec le tissu de l'UNDP De aussi. l'UNDP. Oui, mais en quoi c'est différent? Précisons peut-être à ceux qui nous regardent hors du Cameroun que le pantalon, c'est le pas parti au l'UNDP, c'est pouvoir. le parti au pouvoir. Oui. L'UNDP, c'est le t-shirt d'un parti d'opposition. Oui. Mais peut-être que ce monsieur est justement représentatif de ce qui se passe, parce que le président de ce parti, C'est d'en lui qui haut. porte le Non, pantalon. celui d'en bas Alors, aussi, moi, j'ai une autre je crois. explication. Moi, j'ai une autre Et il est explication. membre du gouvernement, d'ailleurs, ministre du Tourisme. Moi, j'ai une autre explication. Pour avoir couvert le 20 mai dans des contrées reculées du pays, parce qu'en général, on focalise sur Douala et Yaoundé, mais quand vous allez dans les villages, vous voyez des choses extraordinaires. Parce que dans les villages, on offre aux défilants le t-shirt, 1000 francs, et parfois un sachet de Kitoko, ou je ne sais pas, un truc quoi, Kitoko, qui va c'est avec. le whisky en sachet. C'est le whisky en sachet. Donc, en D'ailleurs, général, interdit, mais qui le circule gars, toujours. il passe avec le t-shirt du Manidem. Dès qu'il a fini, il court rapidement, Ah non, il pas le- change de t-shirt. Ah non, non. c'est un exemple. Non, oui, mais c'est c'est juste un mauvais Bon, exemple. d'accord, avec le t-shirt de l'UNDP. Oui, mais Voilà. c'est mieux. Voilà. Et dès qu'il a fini, il court, il plante. Donc, l'hypothèse la plus plausible, c'est que ce monsieur a défilé auparavant avec Avec l'ensemble absolument. du RDPC. Et une fois qu'il a fini, il est parti repasser, il a enlevé le haut, Ben, Il a porté le il a t-shirt. enlevé le pantalon J'ai- et il a mis le t-shirt de Absolument, l'UNDP. j'ai eu la même expérience, je vais dans le village, en Matombe, où bon, la page des filles est si courte que les gars font le tour
Ils mettent même le t-shirt dessus, on voit les autres t-shirts dépasser en dessous. Voilà. Ah oui, les superpostes. Voilà, parce qu'il n'y a pas le temps. Il dit, dès qu'il a fini, il faut revenir le passer. Moi, j'ai En fait, c'est 1000 francs pour le passage. UNDP, ANDP, Mais si tu le- Donc, s'il défile pour 4 SDF. partis politiques, C'est 4000 francs. il a 4000 francs, ça lui fait 4 t-shirts, parce qu'après, il aimait les t-shirts, il va à l'église avec le dimanche, il s'en fout. Ensuite, les agapes. Et ensuite, il y a les agapes. En fait, c'est même des habits de sortie. Donc, il a 4000 francs, 4 t-shirts, 4 kitoko. Non, mais le gars, il est bien. Il est tranquille. bien pour lui. Lors de l'élection présidentielle, on allait au nord, et puis je voyais les habitants des villages avec des t-shirts de PCT. Ils disent, mais c'est notre pyjama. Merci Flora, merci infiniment. Merci à ce vaillant citoyen. Lucky plus 2, merci infiniment d'être venu. Nous, on attend impatiemment de voir les autres clips. Donc Thierry se chargera de les récupérer, de vous apporter. Voilà. Lucu plus 2, tu vas voter l'an prochain? Oui, Tu es inscrit? Pas d'accord. oui je n'ai pas encore récupéré ma carte, mais je suis inscrit. Voilà, c'est bon. Ah ben c'est bien, félicitations. Parce que j'espère que les choses vont changer pour nous les artistes. Ah d'accord. La révolte, Chacun pour sa chapelle. Donc les artistes. Si ça marche pour nous, Dès je que crois ça que ça marche va pour eux, marcher. là, pour le reste, beaucoup de- ça peut. Merci infiniment. Président Ekane, merci. C'est un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Moi, c'est chaque une fois. belle Merci. émission. C'est une très belle émission avec une jolie chemise. Alors, je vais passer, Et un bon je vais passer vos mensurations à Gerberas. Elle verra ce qu'elle peut faire. Ah oui, dans je le serai ravi. Voilà, merci. Merci d'être venu. Merci infiniment. C'est toujours un Le plaisir. seul problème de ces chemins, oui, pour vous, il n'y a pas de tout. Moi, je n'ai pas pu suivre parce que je ne vous donne pas le prix. Oh. Mais vous pouvez. C'est quand même pas le costume de Fillon. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, vous voyez, lui, il n'est effrayé que par le costume de Fillon. Vous savez que tout ce qui est en bas là, Ça peut moi, aller. je ne peux même pas. Merci infiniment Flora d'avoir Oui. été là vendredi. À vendredi prochain, en espérant que personne ne me donnera une autre dot entre temps. Ou alors en souhaitant qu'on me donne. Non, ce que je dis, merci à chacun. La prison. Et à l'équipe technique, merci à Vilita Massossi, merci à Thierry Abena pour la régie et le plateau. Merci à qui d'autre? À vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis ce vendredi encore. Merci d'avoir supporté nos petites imperfections. Merci pour toutes les critiques et toutes les suggestions que vous continuez à nous adresser toutes les semaines. Nous essayons d'en tenir compte et pour améliorer et pour faire en sorte que ce produit soit finalement à Est-ce la que tu as hauteur remercié des attentes. Alors quand je dis à Charles Talon, mais à l'équipe technique, c'est... Non, ces filles qui nous maquillent, qui me rendent beau. Elles sont Enfin, dans les gens l'équipe me technique. disent. C'est pas l'équipe technique. Non, il faut préciser. Alors, En fait, merci, partout, on me dit que je suis bon. merci à nos charmantes maquilleuses qui nous viennent de notre partenaire californien pour le magnifique travail qu'elles abattent sur nous. Vraiment. Parce que Ah, ça? on n'est pas comme ça en vrai. Hein. Si vous nous voyez en vrai, ah oui, en vrai, vous serez vraiment surpris. On n'est pas comme ça. Merci à vous tous. Merci pour votre fidélité à Vox Africa. Restez en compagnie de nos programmes. Passez une excellente soirée. Très bon week-end et à vendredi prochain. Nous y intégrer véritablement, sans forcément, on n'a pas le moyen d'aller les instrumentaliser. Mais quand on voit ce que Kadhafi a réussi à faire à un moment, ben, il a bien réussi. Je pense d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est acharné sur lui. Mais lui, fort de ce qu'il était le réceptacle des appétences économiques de ces puissances étrangères, ben, il essayait d'obtenir en contrepartie un certain nombre de choses qui faisaient grandir son influence. Moi, je pense que... C'est l'influence, mais il n'a pas fait des guerres d'exploitation des richesses des pays occidentaux. Il s'est servi de sa position centrale avec les grandes possibilités de richesse de la Libye pour jouer sur le plan diplomatique avec les différents pays occidentaux. C'est vrai, mais bon, on n'a pas encore fait de guerre coloniale, nous. Peut-être même qu'on n'en a pas besoin, justement, Président. On pourrait s'inspirer de la méthode Kadhafi. Je crois que souvent nos chefs d'État, souffrant de légitimité populaire et souvent leur éternité au pouvoir, ils la doivent à la reconnaissance de ceux devant qui ils courbent les chines. Mais si on avait des chefs d'État beaucoup plus légitimes, ça commence à être le cas. En tout cas, ceux-ci pourraient se montrer beaucoup plus intelligents dans les rapports qu'ils entretiennent avec ces puissances. Souvent, nos chefs d'État, ils se comportent, vous savez, ils ne sont puissants, rigoureux et charismatiques que lorsqu'il faut écraser leurs compatriotes. Alors, et devant ces puissances-là. structurellement, ils sont des faire-valoir. Hein.
Eh bien, hélas, mais justement. Alors, vous parliez, Cabral, justement, de ces chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. On a, en Gambie, le cas de Yaya Jammeh, qui est parti du pouvoir il y a quelques mois déjà, remplacé par Adama Barrow, qui avait déjà annoncé pendant la campagne électorale que s'il était élu, il poursuivrait son prédécesseur. Et c'est le cas aujourd'hui, notamment avec cette affaire du gel des avoirs de Yaya Jammeh, qui est accusé d'avoir détourné pas moins de 48 millions d'euros le soir de son départ. Est-ce que finalement, les chefs d'État africains ne s'éternisent pas au pouvoir par peur de représailles pour l'après? Oui, aussi, puisque ta question est interro-négative. Je crois qu'effectivement, beaucoup d'entre eux s'éternisent au pouvoir parce qu'ils ont peur de ce qui leur arrivera le jour d'après. Mais justement, ça peut se négocier, Paul. Lorsque vous avez fait 30 ans ou 35 ans au pouvoir et que la seule raison pour laquelle vous voulez rempiler, c'est que vous avez peur que vos avoirs vous soient arrachés ou que vos enfants soient pourchassés, encore que si vous vous y échappez, rien ne dit que dans l'avenir vos enfants échapperont, mais vous négociez avec vos successeurs, vous leur dites, ça s'est vu en Russie. Vladimir Poutine, il me semble, lorsqu'il doit arriver au pouvoir, Boris Eltsine était à la tête d'une Russie complètement pourrie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir le petit du KGB, il lui a dit, écoute, moi je suis à bout de force, je veux me reposer tranquillement et j'ai une liste d'amis que tu dois laisser tranquille, le reste tu fais comme tu veux. Et c'est ce qui s'est passé en Russie. Les quelques recalcitrants qui n'ont pas voulu suivre le deal, mais il y a justement eu cette médiation avec Yaya Jammeh. Souvenez-vous, quand le président Buhari du Nigeria conduisait la délégation ouest-africaine pour aller le rencontrer, l'une des garanties justement qu'on lui a donné quand il a fait volte-face, c'était de lui dire qu'écoute, tu peux partir tranquille, on verra avec Barrow que tu restes tranquille. Oui, mais alors tu veux dire qu'Adama Barrow n'a pas tenu parole? Non, justement. La nuance dans le cas Yaya Jammeh, et ça doit servir de leçon pour beaucoup de ceux-là qui sont encore, en tout cas semblables à Yaya Jammeh, qui sont au pouvoir. C'est qu'il ne faut pas pousser les gens à bout non plus. Parce que quand vous sentez qu'il y a rupture, que le peuple vous rejette, qu'il n'y a plus possibilité de continuer que par la force, par l'écrasement et par les tueries, vous ouvrez vous-même la négociation. Mais lorsque vous venez ouvrir la négociation, lorsque vous avez tout essayé, parce que dans le cas de Yaya Jammeh, en réalité, lorsqu'il ouvre la négociation, en fait, on lui impose la négociation. Il a tout essayé, il a battu ses compatriotes, il les a emprisonnés, il en a assassiné d'autres. On a commencé à découvrir les charniers récemment. Dans ce cas, ça devient impardonnable. Parce que figurez-vous quand même qu'il y a beaucoup de familles gambiennes qui sont meurtries par l'entêtement malsain de Yaya Jammeh, alors qu'il aurait bien pu partir à un moment opportun. Dans ce cas-là, moi je suis d'accord pour que la parole ne soit pas tenue. Oui, on fait semblant de lui garantir qu'on ne le poursuivra pas pour qu'il s'en aille, mais dès qu'il s'en va, ben, on fait même bas sur tout ce qu'il avait, on le redonne aux Gambiens. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'a pas su saisir sa chance quand il aurait pu la saisir. Ça, c'est la lecture du journaliste. Quelle est la lecture du politique? Oui, non, je voulais dire que ben, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que ces chefs d'État ont tout fait pour que leur départ pose problème. C'est eux qui ont bâti, structuré, consolidé ce pouvoir sans partage, qui faisait en sorte que les ressentis, les ressentiments allaient certainement ressurgir lors de l'alternance. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne veulent pas partir parce que bon, ils ont peur de la suite des événements après leur départ. Je crois que non. Je pense que ça, souvent c'est aussi un prétexte parce que je ne crois pas qu'il y a une idée fondamentale de revanche lorsque nos peuples demandent l'alternance. Il y a une idée d'ouverture, d'air pur, comme dirait Pierre Perret. Et je crois que lorsqu'on veut que cela se passe correctement, sans anicroche, sans chasse aux sorcières, c'est possible. Et en ce qui concerne notre pays, je suis sûr que... Une aide supplémentaire d'1 milliard de francs CFA et ordonne le renforcement du dispositif de prévention des catastrophes. Le rapport sera transmis à la justice. Pour rappel, 79 personnes avaient officiellement perdu la vie dans le déraillement de train des ECA le 21 octobre 2016, à vendredi. À vendredi donc, Magloire Tchebmo pour d'autres cas d'actualité, d'autres nouvelles. Rappelons que l'actualité a été tellement dense cette semaine. On a justement eu cet attentat à Manchester lundi dernier qui a fait 22 morts. On a également eu de nouveaux tirs en Côte d'Ivoire. Les mutins se sont une nouvelle fois soulevés après qu'ils aient été payés la semaine dernière pour redemander, on ne sait pas quoi, alors que le rendez-vous leur avait été donné pour les 2 millions restants pour la fin du mois de juin. Mais commençons par ce qui a été développé par la rédaction de Vox Africa. À vous demandant, Anissé Ekane, y a-t-il l'une des actualités qui a été développée là, qui a retenu votre attention? Oui, bon, mais on en a parlé, mais je crois qu'elle n'a pas été développée. Moi, je pensais beaucoup à la guerre au Biafra. Oui.
parce que c'était une atrocité terrible. Et moi, c'est rare que je fasse des fleurs au président Ahidjo, mais ça a été peut-être là une bonne décision qu'il ait prise en ce moment-là de refuser que les armes françaises transitent par le Cameroun pour aller alimenter la rébellion au Biafra. Parce que la France avait fait tout un montage sur la possibilité de sécession du Biafra avec des images atroces d'enfants mourant, de génocide, etc. Parce qu'en fait, la France voulait prendre cette partie du Nigeria pour l'exploitation pétrolière. Heureusement, parce que sinon on n'aurait pas récupéré Bakassi. Ah. Donc pour une fois, comme je le disais, vous avez anticipé là-dessus. J'allais dire que vous n'êtes pas souvent très louangeur en ce qui concerne le président Ahidjo, que beaucoup de Camerounais regrettent, contrairement à vous. Mais là, je ne sais pas, si on peut regretter le choléra par rapport à la peste. Oui, moi je me joins effectivement à sa voix, parce que s'il en parle, c'est quand même 50 ans maintenant. Cette guerre avait débuté, je crois, en 1967. Ça fait 50 ans maintenant. Et cette guerre atroce, avec des conséquences que l'on connaît, est, dans une perspective historique, l'une des meilleures illustrations de ce que les grandes puissances peuvent créer comme désordre lorsque leurs intérêts sont en jeu. Tout ce qu'il y a eu comme catastrophe au Biafra, c'est simplement, et vous l'avez dit tout à l'heure, parce que la France voulait faire main basse sur la manne pétrolière. Ils ont armé. C'est vrai, il y avait quelques antécédents. On fait d'ordre sociologique, les Ibo qui avaient été violentés dans le Nord. Mais ça, on peut tout exploiter. Oui, mais eux, ils avaient voulu exploiter ça. Je pense que c'était De Gaulle à l'époque, si les souvenirs sont bons, qui a voulu exploiter ça et qui a entretenu le déchirement. Et ça, c'est des choses dont on ne se rappelle pas toujours avec, en tout cas, on ne leur donne pas toujours la mesure historique. Moi, je veux bien, en fait, que nos présidents actuels s'inclinent, fassent même des bisous aux chaussures des présidents français lorsqu'ils viennent ici. Mais je pense que, et c'est pour ça que j'avais bien aimé Macron en campagne, lorsqu'il avait parlé de la colonisation comme un crime contre l'humanité. Ça ne lui a pas valu que des fleurs en France pendant la campagne. D'ailleurs, ça a failli lui coûter beaucoup, si ce n'est même pas le cas d'ailleurs. Mais je pense que dans le prolongement de cela, c'est bien que les nouvelles générations africaines, même lorsque nous nous extasions devant la France et tout ce que nous voulons, que ces nouvelles générations intègrent quand même que notre Afrique a parfois été victime d'atrocités simplement parce que ces puissances-là voulaient préserver ou avoir des intérêts. C'est important parfois de le préciser. Je voulais juste me joindre à vous. Oui, non, je voulais dire que non. Moi, je dis que c'est un des éléments majeurs de la désaliénation politique et culturelle de notre jeunesse. Il faut qu'on intègre une fois pour toutes que les pays occidentaux n'ont que des intérêts. Ils n'ont pas d'amis. Et que lorsqu'il faut parler que les pays occidentaux, je pensais que c'était le principe même de la diplomatie qui disait que les États n'ont pas... Oui, mais pour le moment, nous, on n'a pas encore les moyens d'aller instrumentaliser des situations pareilles pour aller récupérer des richesses en France ou ailleurs. Je ne sais pas si le Cameroun a mené une guerre d'exploitation coloniale comme la France. Donc pour le moment, je pense qu'on ne peut pas le coller aux Africains. On ne l'a pas encore fait. Donc je veux dire que c'est important qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et que pour cela, le capitalisme mondial est prêt à marcher sur des centaines de milliers, il l'a déjà fait, de cadavres dans les pays pour arriver à sa fin. Il n'y a qu'à voir la guerre du Golfe, ce qu'on a pu faire inventer parce qu'il y avait la réserve pétrolière de ce coin du pays que les Américains voulaient à tout prix conserver. Si tu permets. Oui. Oui, alors moi je suis d'avis avec toi. Il n'y a pas d'angélisme dans les relations internationales. Mais je voulais dire au président Ekane Anissé qu'effectivement, on aurait quand même pu, nous aussi, faire tout ce qu'ils veulent, mais aller tuer si lâchement des personnes qui vaquent naturellement à leurs occupations, ça restera je le dis pour les Africains, comme pour les Anglais, comme pour les Français, même si quand ça se passe en Afrique, ça n'a pas forcément la même résonance de l'autre côté, que ceux qui ont créé ce monstre-là, vraiment qu'ils se battent pour le tuer. Que vous soyez entendu, Cabral Libye, nous marquons juste une petite pause, madame, monsieur, pour respirer et pour revenir tout de suite à retrouver le plat de résistance de cette émission. Ce sera l'entretien que Cabral Libye aura avec le président Anissé Ekane. On marque la pause et on se retrouve tout de suite.
de retour sur le plateau de Sans Rancune et nous amorcerons la deuxième et la dernière partie de l'émission. Elle va commencer tout de suite avec l'entretien que nous avons avec notre invité. Anissa Ekane, bonsoir. Bonsoir. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes parti de Douala pour venir assister à cette émission. C'est l'amitié que vous nous faites en venant sur notre plateau. On vous en remercie infiniment. Avec vous, donc, on va aborder quelques sujets brûlants de l'actualité politique au Cameroun en ce moment. Juste rappeler que vous êtes membre du bureau politique du Manidem, c'est le mouvement pour la nouvelle indépendance et la démocratie, parti politique au Cameroun, que vous avez été 2 ou 3 fois candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. 2 fois. 2 fois. Et que vous êtes aujourd'hui chargé donc de la formation dans votre parti politique. Donc on commence tout de suite en vous laissant au bon soin de Cabral Libye. Bonsoir à vous, M. Ekane Anissé. Merci, bonsoir. Et je commence par la sortie de Paul. Vous êtes aujourd'hui chargé de la formation. Vous avez de nombreuses recrues. Oui, on forme les recrues, on forme ceux qui sont déjà là aussi. Parce que la formation dans un parti comme le nôtre est tout un processus qui est permanent. Par exemple, on a un forum, on a des forats sur la toile où débattent les cadres, où on échange nos différentes déclarations. Si on ne peut pas rapidement se réunir, c'est dans ce cadre-là qu'on les affine, etc. Et ça fait partie de la formation. Donc on est dans un processus permanent dans notre parti de formation. On a une école de formation, l'IFEP, l'Institut de formation et d'industrie politique à Nazinga. C'est une école virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'a pas des immeubles, mais on a des niveaux de formation. Mais là, c'est académique. Ah non, c'est pas académique. C'est une formation d'études politiques. Ah oui, mais c'est une formation politique du Manidem. Du Manidem, oui. Par exemple, il faut maîtriser quand même certaines notions. Justement, vous formez en quoi? Par exemple, je veux dire que je pense que notre parti est d'essence progressiste. Donc il faut maîtriser par exemple le matérialisme historique. Il faut connaître l'histoire de la révolution, des révolutions dans le monde. Il faut analyser la société camerounaise. Il faut la disséquer en classe. Il faut savoir c'est quoi un syndicat, comment on anime un syndicat, les organisations de masse, quels sont les rôles de ces différents secteurs de la société dans le développement politique du Cameroun. L'histoire de notre pays, c'est extraordinaire. Il faut la connaître pour se projeter dans l'avenir. À vous écouter, ça donne vraiment envie. Mais depuis que vous formez, pouvez-vous vanter d'avoir des produits déjà sur le marché politique? Bon, oui, quand même, je ne vais pas citer certains cadres de notre parti. Mais si, vous devriez vous enorgueillir. Il y en a beaucoup. Bon, ceux qui passent souvent en télévision, il y a toute la série de communication qui passe à la télévision. Quand on regarde... Quelques noms, 2 ou 3. Je vous rappelle que... Savez-vous, Ekane Anissé, vous êtes représentatif. Quand on vous voit, on sait qui vous êtes. Denis Kouebo, Charles Fongan, Kobe Dimo, Abanakwama, de regretter mémoire, Ngonda, Jean-Pierre Ngonda, Marianne Simon Ekane, produit de l'écurie Ekane Anissé. Non, produit du Manidem. Non, je parle de votre formation. Je suis chargé de la formation. Vous avez déjà des produits labellisés Ekane Anissé qui sont dans le champ politique. Alors, il faut peut-être préciser. Vous êtes chargé de la formation. Oui, il faut peut-être préciser que je suis chargé de la formation, mais je ne suis pas le formateur des camarades du parti. Je coordonne la formation. Donc, il y a d'autres camarades qui sont formateurs, instructeurs, etc. C'est vous qui fixez les orientations. De toute façon, c'est forcément labellisé Ekane Anissé. Commencez à vous habituer à ce qui se fait dans le Manidem qui est différent. Il n'y a pas de Manitou chez nous. Il n'y a pas de gourou. Donc même la formation est une œuvre collective, même s'il y a quelqu'un qui la coordonne. Et on fonctionne comme ça. On avait souvent l'habitude de dire qu'on est un intellectuel collectif. C'est-à-dire que j'apprends beaucoup déjà à discuter avec les autres camarades. Les instructeurs et les formateurs chez nous apprennent dans le processus de formation des autres. C'est quelque chose, on dirait chez nous.
L'invité de cette édition de Sans Rancune est un acteur bien connu de la scène politique camerounaise. Anissé Ekane a été président du Manidem, entendez Mouvement pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Il en est aujourd'hui membre du bureau politique chargé de la formation. Il sera sur le plateau de Sans Rancune pour décrypter avec nous l'essentiel de l'actualité politique camerounaise ces 6 derniers mois. On commencera par la question anglophone qui fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive. On parlera de la célébration il y a seulement quelques jours du 20 mai, la fête nationale camerounaise qui a été boycottée par certaines formations politiques. On verra ce qu'il en pense. On parlera également avec lui de l'élection présidentielle au Cameroun qui se profile à l'horizon. Ce sera en 2018 si le calendrier électoral est tenu. On parlera enfin des projets de sa formation politique, le Manidem. Ce sera le plat de résistance de cette émission. L'artiste de cette semaine est quelqu'un que nous avons déjà reçu sur ce plateau, Lucky +2, qui était venu nous présenter son single à l'époque, qui annonçait l'album. Et bien l'album est bel et bien là. Il s'intitule Alléluia. Mais avant cela, nous reviendrons pour votre souvenir, vous parlez de ce fameux clip qu'il nous présentera, J'ai besoin de toi, featuring Label, tout un programme, on le découvrira et enfin on aura, pour terminer cette émission, Florent Barga, comme tous les vendredis, qui viendra avec l'image de la semaine. On va donc tout de suite partir retrouver Magloire Tchepmo, qui lui a regardé l'actualité africaine cette semaine. Il nous a s'est arrêté au Cameroun avec notamment ce fameux communiqué donc. Yoweri Museveni affirme avoir participé à la chute de Mobutu, on saura comment. Yaya Jammeh, qui est quelqu'un que vous appréciez plutôt, avons vu ses avoirs gelés cette semaine. C'est une figure de style que tu m'as bien. On célébrait les 50 ans de l'après-guerre du Biafra et enfin on parlera assez sommairement à l'international. Et j'ai trouvé comment elle s'appelle, la litote. La liva, je l'étais un point. La fameuse tournée du président Donald Trump qui était en Arabie Saoudite, on l'a vu en Israël, on l'a vu sur le mur de lamentation, on l'a vu au Vatican mercredi matin. C'est dans les cahiers d'actualité qui nous sont brossés par Magloire Tchepmo. Bienvenue dans ce cahier de l'actualité. Marquons un arrêt en Gambie. Le nouveau président Adama Barrow n'a eu de cesse de dénoncer une vaste opération de détournement des fonds. Ce dernier a bénéficié d'une importante assistance de 2 pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda. À l'occasion de ce 20e anniversaire, le président Yoweri Museveni est revenu au cours d'un entretien accordé à Radio France Internationale sur les contours de sa participation au putsch du 16 mai 1997. Selon le président ougandais, derrière le soutien de son pays aux troupes de Laurent Désiré Kabila, rien d'autre qu'une volonté de défendre le voisin rwandais. Le président Museveni a laissé entendre que le maréchal Mobutu soutenait la milice rwandaise des Iramoué. L'implication de l'Ouganda n'était selon lui qu'une réaction aux menaces que faisait peser cette milice sur le Rwanda. Yoweri Museveni se défend de toute ingérence dans les affaires internes du Congo. Marquons un arrêt au Moyen-Orient où le président américain Donald Trump a débuté cette semaine sa première tournée internationale. Le président américain a visité tour à tour l'Arabie Saoudite, Israël et la Cisjordanie, s'autorisant parfois des actes inédits comme ce recueillement au pied du mur des lamentations. Jamais un chef d'État américain ne s'était rendu à ce lieu. Mais au cœur de la visite de Donald Trump, le conflit israélo-palestinien. Le président américain a fait savoir sa volonté de progrès dans le processus de paix israélo-palestinien. Démonstration de son engagement dans un discours où il exhorte Palestiniens et Israéliens à prendre, je cite, les décisions difficiles qui s'imposent pour la paix. Mais de l'avis des sceptiques, pas grand-chose à attendre de cette visite. Terminons ce tour de l'actualité par le Cameroun, où les autorités ont dévoilé cette semaine les principales conclusions de la commission d'enquête diligentée par le président Paul Biya après la catastrophe des Eka. Selon le rapport d'enquête, la Camra est désignée comme principal responsable du drame. Première cause, la vitesse excessive du train, 96 km/h au lieu de 40. Autre cause, le non-respect de plusieurs règles de sécurité sur un train qui présentait déjà de nombreuses défaillances et anomalies.
Les experts parlent également d'une surcharge du convoi, d'une rallonge inappropriée de la rame et d'un freinage défaillant. Face à ce rapport, le président camerounais demande des sanctions contre les responsables et souhaite que le partenariat entre l'État camerounais et Camrail soit revu. La Camrail est détenue à 75% par le groupe Bolloré. Le Cameroun ne détient que 15% des parts de l'entreprise. Concernant les victimes, la présidence annonce... On peut arriver à une transition douce, sans beaucoup de problèmes. Là, vous parlez du Cameroun. Je parle du Cameroun. Si les dirigeants de ce pays prennent sur eux de penser un peu à l'avenir, ce que veut le Camerounais, c'est un autre pays. Ce n'est pas régler les comptes plus tard. Je crois que les règlements de comptes se trouvent plutôt dans un seul camp, entre eux, que vis-à-vis du peuple camerounais. Sortons des cahiers d'actualité, messieurs, si vous le voulez bien, vous vouliez ajouter quelque chose, Cabral? Oui, en fait, puisqu'il a parlé du Cameroun, je suis absolument d'accord avec vous. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui une catégorie de dirigeants camerounais devenus imperméables à ce message. Je pense plutôt qu'il y a un deuxième rideau à qui il faut adresser ce message. Dans le cas spécifique du Cameroun, il faut savoir que, enfin, c'est pas moi qui vous l'apprendrai, que, à mon observation, il y a au moins un double niveau de rideau. Vous avez les plus anciens qui sont devenus complètement perdus dans les nuages et qui croient qu'ils sont très forts, très puissants, éternels, perpétuels, tout ce que vous voulez. Il y en a, après, qui, eux, pensent qu'effectivement, il faut absolument une bouffée d'air frais et qui, eux, ont légitimement pour seule crainte de subir la vendetta qu'on lancerait contre les autres. Mais je voudrais vous dire que je pense pour ma part que vraiment très au sommet, il y a un groupuscule de personnes là-bas qui est prêt à aller jusqu'à la mort. Sinon, ça se termine d'une autre façon. Sortons des cahiers d'actualité, messieurs, si vous le voulez bien, en parlant de la RDC et de l'Ouganda. Vous louiez tout à l'heure le président Ahidjo pour avoir refusé le transit des armes françaises vers le Biafra. Et là, on a le président Museveni qui, je ne sais pas combien d'années après la chute du président Mobutu, vient nous dire, écoutez, moi, effectivement, j'avoue avoir participé à la chute de Mobutu parce que je voulais protéger le voisin rwandais, le petit voisin rwandais qui est à côté. Comment ça peut s'expliquer? C'est de la traîtrise? C'est de... Non, c'est un problème d'intérêt. Je ne pense pas que le président Ahidjo l'a fait parce que, bon, il aimait particulièrement le peuple biafrais ou pas. Ça posait un problème de sécurité aussi, parce que les armes qui commencent à circuler dans votre territoire... Parce que, je vais vous dire... On peut commencer par le Biafra et on finit par le Cameroun. C'est ça aussi, parce que, bon, on en a souvent parlé. Le Boko Haram dans le nord ressemble beaucoup aussi à des manipulations qui auraient pu amener à des parties du territoire qui auraient pu nous échapper. La décision du président Ahidjo était liée, je pense aussi, au fait que, il y avait quand même, on sortait d'une lutte de libération, d'une lutte armée, et que, bon, le fait qu'il y ait ce front au Biafra n'était pas de nature, à rassurer le pouvoir. Oui, absolument. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus, Cabral? Oui, papa, l'Ouganda, Oui, moi je dis, c'est toujours bien ce type de révélation parce que ça confirme simplement, en quelque sorte, ça donne un cachet définitif à une sorte de saut à ce que tout le monde savait déjà. Je pense que il n'y a pas un seul chercheur qui s'est intéressé à cette question et qui... Mais quel est l'intérêt pour Yoweri Museveni de venir nous dire ça aujourd'hui? Il veut soulager sa conscience? C'est quoi le... Non, mais visiblement, les termes qu'il emploie ne vont pas dans ce sens-là. Pas du tout. Je pense qu'il veut plutôt apporter un démenti à ce que le président canadien a dit tout à l'heure. C'est que beaucoup de gens ont dit qu'il l'a fait pour les intérêts de l'accès aux matières premières, une sorte de contrepartie en termes d'exploitation minière. Ce qu'il a absolument voulu démentir, je crois, c'est qu'il n'en avait pas besoin, puisqu'il, dans la même interview, il rappelle que tous les minerais qu'il y a en RD Congo, il y en a également dans son pays, l'Ouganda, ce qui n'est pas fondamentalement faux, sauf quand même qu'au Congo, il y en a un peu plus. Et puis, de toute façon, comme c'est un pays grand, et tout ce qu'on veut, si on peut toujours prendre un peu là-bas en gardant et en conservant ce qu'on a chez soi, on ne se prive pas. Mais maintenant, est-ce que ça a vraiment pris? Il ne trompe personne. Lui seul sait exactement ce qu'il voulait en ce moment-là. Il voulait peut-être aider effectivement le voisin
rwandais, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Mobutu finançait quand même les Interamwe qui créaient du désordre un peu partout. Je pense que ce qu'il dit est en partie vrai, parce qu'il fallait une coalition pour mettre un terme quand même à la suprématie. C'est une coalition qui a mis un terme au régime Mobutu et qui était plus ou moins encouragée par la Libye. Également. Voilà, merci infiniment messieurs. Je voulais juste rappeler qu'on parlait tout à l'heure des attentats à Manchester, mais il faut préciser, on n'en parle pas suffisamment, que l'extrême nord du Cameroun continue à être le théâtre de plusieurs attentats terroristes menés par la secte islamiste Boko Haram. Il y en a encore eu un la semaine dernière et un cette semaine. Nous témoignons toute notre solidarité aux soldats qui défendent vaillamment le territoire camerounais sur ce front de cette fameuse guerre asymétrique. Et aux populations, désespérées qui vivent profondément meurtries. J'arrive jamais à comprendre ce qu'il y a derrière le terrorisme. Je veux bien que les gens se fâchent, qu'ils